Où placer sa trésorerie d'entreprise dans le contexte économique et financier que nous connaissons à l'heure actuelle? Voici la question qui va nous animer aujourd'hui dans Enjeu Patrimoine. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux experts du sujet en plateau. Géraldine Métifeux, tout d'abord. Bonjour Géraldine Métifeux. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes associée gérante conseil en gestion de patrimoine chez Alter Egal. Et nous avons le plaisir d'accueillir également Marc Tempelman. Bonjour Marc Tempelman. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes fondateur de Cashbillet. Alors la question qui va nous animer aujourd'hui, c'est où placer sa trésorerie d'entreprise, avec peut-être un petit rappel quand même, et on peut commencer avec vous Marc Tempelman, un petit rappel des contraintes à avoir en tête lorsqu'il s'agit de placer de la trésorerie d'entreprise, puisque c'est de la trésorerie qui peut servir à financer l'activité de l'entreprise à un moment, mais lorsqu'on a des excédents de trésorerie, on peut être content aussi d'essayer de faire en sorte que cet excédent de trésorerie permette d'être ou rémunérateur ou de ne pas perdre trop d'argent face à l'inflation, par exemple. Absolument. Et donc, effectivement, il y a des contraintes qui s'imposent qui sont un peu différentes et supplémentent les contraintes qui s'imposent pour de l'épargne individuelle. Donc, on peut penser, par exemple, au fait que, effectivement, cette activité n'est pas l'activité principale de l'entreprise, a priori, et que donc, le trésorier qui doit s'en occuper cherche la simplicité, la sécurité. Je ne suis pas certain que le job d'une entreprise soit de prendre du risque autre que le risque qu'il prend par ses activités. Bien sûr. Il y a la gestion du risque, la limitation du risque plutôt, la simplicité. Et ensuite, effectivement, il y a le côté rendement qui joue. Le côté rendement arrive en troisième position, si je comprends bien. En tout cas, c'est pour nous pas nécessairement le facteur qui doit primer. Encore une fois, l'entreprise, elle existe parce qu'elle a ses activités propres. Et à côté de ça, si elle peut faire fructifier ses excédents de liquidité, eh bien, tant mieux. Dernier critère peut-être, il faut que cette liquidité reste accessible. Donc, il y a un côté accès à la liquidité parce qu'on ne sait jamais. Demain, l'entreprise pourrait vouloir acquérir quelqu'un d'autre, développer une nouvelle entreprise, une nouvelle activité. Il faut que cet argent soit disponible, encore une fois, pour servir la société. À tout moment, donc ? Idéalement, assez rapidement, on y reviendra sans doute, mais quand on va parler des solutions de type compte à terme, on peut être prêt à lâcher un petit peu sur la liquidité, histoire d'aller grappiller un rendement un peu plus attractif. Mais il nous semble néanmoins que dans l'ensemble, il faut que cette liquidité, cet aspect d'accessibilité reste un critère parmi les différents choix qu'un trésorier peut faire lorsqu'il veut faire travailler sa liquidité. Et bien justement, je vous propose d'aller sur les solutions tout de suite. Alors on va peut-être continuer avec vous, Géraldine Métifeux. On va pas... Oui. Alors non, parce qu'en fait avant les solutions, je pense qu'il y a un critère autre qui est juridique, qui tient parfois au statut, aux autorisations d'investir, et donc qui suppose parfois qu'on ait une autorisation pour chaque investissement selon la taille de l'entreprise. Et donc une autorisation délivrée à l'entreprise ? D'assemblée générale, conseil d'administration, enfin selon la structure de l'entreprise, qui va permettre de prendre tel ou tel risque ou pas, d'immobiliser telle ou telle somme ou pas, pendant une durée X ou Y, en fonction. Donc en fait, au-delà de la trésorerie d'entreprise, bien sûr, il y a une multitude de possibilités selon les entreprises, selon sa trésorerie, selon l'état de son activité, et effectivement. Donc il y a une contrainte juridique en plus de toutes les contraintes tout à fait légitimes que vous avez évoquées. Quand vous dites contrainte juridique, c'est pas une contrainte réglementaire, c'est une décision prise au sein de l'entreprise. Elle est juridique au sens contractuel. D'accord. Voilà. Au sein d'un conseil d'administration. Donc ça commence par une négociation, par exemple. Statut de société, peu importe, oui. À prendre en compte également. Et alors, quand on va sur les solutions, Géraldine Métifeux, alors on ne va pas revenir un petit peu sur le contexte économique et financier qu'on connaît tous et qu'on commente régulièrement. Est-ce que ça change beaucoup de choses en avril 2024 vis-à-vis d'un placement de trésorerie d'entreprise par rapport à ce qu'on aurait pu faire il y a un an, par exemple? Alors ça change toujours. Oui. J'ai envie de citer Tesla, les bitcoins. Je ne suis pas sûr que ce serait une décision qui reviendrait chaque année. Mais après, ce n'est pas la même trésorerie, pas le même argent, etc. Mais pas sûr que beaucoup d'autres entreprises l'aient fait déjà à l'époque où Tesla l'a fait. Mais... sans doute pas. Mais ça explique peut-être son cours de bourse. Mais en tout cas, en avril 2023, on était encore sur cette phase de hausse des taux, donc avec les certitudes qu'on peut avoir. Bien sûr, oui. Et avec l'idée de se dire que l'érosion monétaire était plus forte qu'en 2024, en tout cas aujourd'hui. Et donc, de se dire qu'on avait plus de facilité, alors sur des comptes à terme, sur des contrats de capitalisation avec des fonds euros, avec les contraintes qu'on connaît d'accéder aux fonds euros, avec des monétaires, parce qu'on oublie souvent que le monétaire est aussi un excellent placement quand les taux sont relativement élevés. Il y a Bien sûr, de frais. Et une rémunération pas certaine, mais enfin relativement, en tout cas relativement libre. C'est-à-dire que par rapport à la liberté de récupérer les fonds, on n'a pas de contraintes fiscales ou de pénalités de rendement si on retire les fonds avant un terme, puisqu'il n'y en a pas particulièrement. Donc en fait, il y a beaucoup de possibilités en avril 2024 qu'on n'avait peut-être pas en 2023. Donc les comptes à terme restent aujourd'hui une solution envisageable quand on parle de trésorerie d'entreprise? Les comptes à terme, je ne les ai jamais trop considéré comme extrêmement pertinent, parce que j'avais le sentiment quand même que la première année, c'était pour voir, et puis on commençait à être vraiment rémunéré sur l'année 2, l'année 3. Bon, bref, finalement, un temps assez long pour une entreprise. Et vous le rappelez tout à l'heure, les entreprises, elles ont une vie
quasiment semestriel Oui, bien sûr. avec des projets qui sont plutôt à plus court terme. Donc je ne suis pas sûre que le compte à terme, ça aurait été vraiment notre premier regard. Encore une fois, moi je pense que le monétaire, alors en devise euro ou en devise Oui, bien USD, sûr. si on a un peu de temps devant soi, sont peut-être plus porteurs. Et le fonds euro, avec les contraintes qu'on lui connaît, peut-être sans doute des parties de rémunération plus intéressantes. On oublie aussi que, alors c'est un peu moins vrai en 2024, mais c'était assez vrai en 2023, il y avait des produits structurés. Alors bien sûr, il faut regarder les frais pour avoir une rentabilité, Bien sûr, ouais. comme toujours, donc instaurer un deal gagnant avec les brokers et l'émetteur. Mais on pouvait avoir des rendements avec une garantie en capital, à maturité 1 an, qui pouvait être parfois plus séduisante, en tout cas cette rentabilité, que ce qu'on pouvait trouver sur des comptes à terme, je crois. Marc Tempelman, alors il y a beaucoup de sujets qui ont été évoqués, compte à terme effectivement, monétaire, produits structurés, fonds euros. Qu'est-ce que vous regardez, vous, quand il s'agit de faire du placement en trésorerie d'entreprise? On va peut-être rentrer dans le détail de chacun de ces produits. On est plutôt fan des comptes à terme. D'accord, ok. Ouais. Surtout aujourd'hui, parce que la courbe est inversée en fait. Donc à 6 mois, vous pouvez gagner plus qu'à 2 ans. Et même si je partage parfaitement l'idée de faire attention à tout placement qui va au-delà d'1 an, pour un trésorier, c'est compliqué d'avoir cette visibilité à 5 ans. Il se trouve qu'aujourd'hui, pour prendre une courbe de taux que je connais bien, puisque c'est celle qu'on propose, à 6 mois, on est à 3,80, alors qu'à 2 ans, ça tombe à 3. D'accord. On a plutôt intérêt à placer à court terme, ce qui correspond par ailleurs... Ce qui plaît au directeur financier ou au directeur financier. Au directeur ou à la directrice Ce qui fait un 90 en fait, du coup, sur 6 mois. Ça fait forcément un peu moins, il faut diviser par 2. Mais il nous semble que ce rendement-là, il est pas mal, et surtout accompagné d'une très grande facilité. C'est-à-dire qu'en quelques minutes, vous pouvez ouvrir un compte à terme de façon 100% digitale. Et ensuite, je ne contredis absolument pas l'attractivité des fonds monétaires ou des fonds euros s'il fallait. Mais l'avantage, encore une fois, pour nous, en tout cas, des comptes à terme, c'est leur extrême grande facilité. Et si le seul critère était le rendement, pareil, on peut en reparler, mais comme j'ai évoqué, il y en avait plusieurs, il nous semble que le compte à terme est un outil très souple d'usage. Par ailleurs, je rejoins la dernière des solutions qui étaient proposées, qui sont les produits structurés à capital garanti. D'accord. Je rebondis sur ce facteur important qui a été cité, parce qu'il nous semble que pour une entreprise, aller chercher des rendements plus élevés, mais en prenant un risque sur le capital, c'est pas forcément la bonne chose à faire. Et dans le contexte actuel, avec des taux plus élevés, une volatilité qui n'est pas au plus haut, mais en tout cas qui existe, on peut arriver à des produits à capital garanti sur des durées relativement courtes qui peuvent battre les rendements que peut proposer par ailleurs. Le risque, c'est de revendre un produit structuré avant son terme, parce que là, pour le coup, le marché secondaire, il est tenu, entre guillemets, par la banque émettrice, et on risque là, en revanche, d'accuser le coût sur le capital. Donc la combinaison des deux nous semble très bien, et il nous semble par ailleurs que toutes ces solutions-là peuvent être combinées. Un mot quand même sur les produits structurés, dans un contexte d'anticipation de baisse de taux des banques centrales. Est-ce que les produits structurés à capital garanti restent une solution aujourd'hui, le capital garanti vient quand même de là, de la possibilité d'avoir la partie obligataire qui permet effectivement d'avoir ce rendement. Donc est-ce que les produits structurés en avril 2024, reste une solution par exemple jusqu'à la fin de l'année? Est-ce qu'il faut les prendre avec un peu plus d'attention aujourd'hui? Tout dépend de ce qu'on attend comme type de rendement, et puis tout dépend de l'émetteur. Après, de l'émetteur dépend bien sûr la bonne fin de l'investissement. C'est-à-dire que plus on va trouver un émetteur un peu olé, plus le rendement affiché sera probablement sympathique. Mais si on reste raisonnable dans les attentes de rendement, et si on considère que l'inflation nous amènera peut-être à 2,3, 2,4 en fin d'année, on peut être moins exigeant en tant que trésorier ou responsable financier qu'on l'était en 2022 ou en 2023 quant à la rentabilité et à l'érosion de son capital. Donc on pense encore qu'il y a des solutions qui pourront être trouvées ou qui peuvent être trouvées. Et après, selon les montants envisagés, il y a toujours beaucoup plus de solutions quand on est très très riche que quand on est un peu moins riche fatalement. Sur 1 an, on trouve encore des solutions. D'accord. Je vous entends parler de rendement par rapport effectivement à une prise de risque ou une liquidité. Même question pour tous les deux, peut-être Géraldine Métifeux pour commencer. C'est quoi le rendement maximum qu'on peut attendre quand on place de la trésorerie d'entreprise, eu égard au fait que ce n'est pas forcément la première, la première des choses qu'on regarde? Comment? Je pense que la première, c'est la récupération de capital. Parce que si vous le placez pour 6 mois et que vous le récupérez au bout de 3 mois, vous n'aurez naturellement pas le rendement. Oui, bien sûr. Si vous le placez sur 1 an, alors en produit structuré, naturellement, vous allez retrouver la valeur liquidative à date, donc c'est encore une moins bonne idée. Et ainsi de suite. Donc le premier job pour un intermédiaire qui va placer la trésorerie d'entreprise, c'est de restituer le capital. Le rendement, il vient en deuxième partie. Et il vient si on a respecté toutes les autres conditions. Maintenant, si on regarde sur une année, à mon sens, c'est battre l'inflation.
Ce qui est déjà pas une mince affaire quand on a une inflation à 4 ou 5%. Oui, Oui, c'est pour ça qu'on se positionne en 2024. oui. Marc Tempelman, même question. Un rendement qu'on peut anticiper quand on décide de placer sa trésorerie d'entreprise? Pour faire simple, dans les conditions actuelles, il nous semble qu'on peut atteindre des rendements bruts. Et là aussi, c'est important de le citer, qui sont supérieurs à 3% à un an. En revanche, fiscalisé, forcément, c'est moins. Et je ne suis pas certain que le seul objectif doit être de battre l'inflation. Parce que l'inflation, encore une fois, je partage votre opinion, elle terminera probablement l'année aux alentours de 2,5. Mais c'est toujours mieux que rien, en fait. Je pense que le point de départ, il est là. Je peux le laisser sur le compte en banque, ce que font bon nombre de trésoriers derrière, parce qu'ils n'ont juste pas le temps de s'en occuper. Et il nous semble que ça, c'est vraiment pas la bonne idée. On peut la faire travailler sans nécessairement prendre beaucoup plus de risques, de contrepartie ou sur le capital, tout en la faisant travailler. Et si on arrive à battre l'inflation en plus, probablement en passant pour une partie de cette trésorerie par des produits structurés, alors on a bien fait son job. Et on s'en sort très très bien. Alors, je propose, Marc Tempelman, de rebondir aussi sur les fonds euros qui ont été évoqués tout à l'heure par Géraldine Métifeux. J'ai l'impression quand même que depuis le 1er janvier, quels que soient les médias sur lesquels on entend ces experts s'exprimer, il y a quand même une volonté d'amener beaucoup de particuliers sur les fonds euros avec des offres commerciales très poussées. Ouais. C'est pas forcément, que ce soit Géraldine Métifeux ou vous, le premier réflexe en trésorerie d'entreprise alors que c'est liquide et aujourd'hui ça offre des rendements qui sont intéressants. Alors, c'est la fiscalité qui va nous pénaliser. Voilà. Ça veut dire qu'on n'a pas 4 ans devant nous, ça ne sert à rien, quoi. Et puis il y a la fiscalité, il y a certains frais dont on peut parler. Et puis pour les particuliers, je crois que l'offre euro aujourd'hui, elle est particulièrement attractive dans la mesure où bon nombre d'assureurs bonifient leur offre. Alors, si on est tenté par la combiner avec un certain nombre de pourcentages en UC. Et donc c'est cette combinaison-là qui en fait une solution très pertinente, il nous semble, pour les individus. Mais pas pour les entreprises. Pas nécessairement pour les entreprises. Pour les entreprises, pour les sociétés, les compagnies avec lesquelles on travaille, on va avoir une offre à partir de 500 000 euros. Donc déjà, ça change un tout petit peu la donne. Sûr, il y a des contraintes naturellement d'investissement UC. Et puis il y a une fiscalité lissée sur les personnes morales US qui est IS, pardon. Très joli jeu de mots. Oui, pas mal. On en parlera plus tard. Personne morale à l'IS, pardon, qui rend un petit peu moins prégnant, en tout cas moins pertinent cet investissement en fonds euros parce qu'on doit décoter chaque année. Fictivement le rendement, donc ça ne rend pas forcément extrêmement intéressant depuis les années 2010 ce type d'investissement. Mais après, si on le couple avec un produit structuré à capital garanti sur un an, par exemple, en considérant, alors c'est là où c'est la subtilité de l'investir au 1er janvier de l'année, parce que c'est plus simple quand même pour le trésorier de pas gérer la NAV en cours d'année. Mais si on considère ça, je ne pense pas que ce soit impossible, et ça suppose des sociétés qui ont déjà pas mal de cash. Pour finir, est-ce qu'il y a des solutions d'investissement un peu plus, j'allais dire exotiques, ou en tout cas un peu plus originales, qu'on n'aurait pas évoquées, Marc Tempelman puis Géraldine Métifeux? Alors, je pense qu'il y a peut-être une remarque qui mériterait d'être faite, qui est qu'il y a une exception à la règle et à tout ce qu'on vient de se dire, c'est qu'il y a aussi des personnes morales, c'est-à-dire les holdings personnels, qui sont des sociétés, pour qui le champ de l'investissable est beaucoup plus large, parce qu'en fait, ce cas-là, bien qu'il s'agisse d'une personne morale qui investit, rejoint une gestion patrimoniale. Exactement, une gestion patrimoniale, pardon. Et je pensais qu'il était important de le citer, parce que là, le monde s'ouvre et on peut regarder des choses beaucoup plus risquées, beaucoup plus potentiellement rentables, et ça change complètement la donne. Géraldine Métifeux, rapidement. Non, j'étais parfaitement d'accord avec Marc. Et après, si on a vraiment beaucoup de liquidités, à dire vrai, on n'a plus tellement de freins. C'est-à-dire que si on a 2 millions de liquidités, on peut très bien imaginer que 90 000 ou 100 000 euros pour être investi sur quelque chose de beaucoup plus risqué, type un ETF MSCI World, en imaginant qu'on a 5-8 ans devant soi. Merci beaucoup Géraldine Métifeux, merci Marc Tempelman, et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP.